Suite de la polémique sur le SMIC jeune avant la grande manifestation de jeudi. Selon un sondage, 73% des jeunes Français se déclarent prêts à accepter le premier emploi qui se présente. La lutte contre le chômage à l'ordre du jour du G7 réuni en ce moment à Détroit aux États-Unis. Bill Clinton a proposé un plan mondial de relance de l'emploi. La France dénonce publiquement le manque de détermination des responsables civils de l'ONU en Bosnie. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies annonce un prochain réexamen des procédures de décision. Et puis nous terminerons ce journal sous le charme, celui de Claudia Cardinal, l'héroïne d'un film coécrit par Wolinski. Elle ne pense qu'à ça. Claudia Cardinal dans un registre assez inattendu. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, un mot de la polémique lancée par Michel Sardou avec sa toute dernière chanson en forme de pamphlet, selon que vous serez, etc., etc. Après le bac G, le chanteur s'en prend maintenant à la justice. Pour lui, rien n'a changé depuis La Fontaine. Reportage Louis Carzou, François Granier. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. 5 couplets qui résonnent comme une charge au canon, la nouvelle chanson de Michel Sardou, librement inspirée de Jean de La Fontaine, n'y va pas par 4 chemins pour dénoncer la justice française, ou plutôt les injustices qu'elle engendrerait, selon le chanteur. Je pense au jeune homme imprudent qui prend entre 6 mois, 2 ans pour un désordre assez minable et ce que la loi n'atteint pas. On a devant soi la justice et l'apparence de la justice. La nuance est indéfinissable, ce qui est pris ne se rend pas. Je montre pas du doigt, c'est pas mon rôle. Mais on est tous conscients depuis quelques années qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses qui mettent un peu tout le monde mal à l'aise. On sait pas, ça touche les politiques, ça touche les hommes d'affaires, ça touche le côté médiatique qui amplifie tout, qui fait précipiter les jugements ou montre du doigt un peu trop vite. Tout ça fait que, enfin, je l'ai ressenti comme ça, je me suis senti un petit peu, j'ai senti un dérapage. Un dérapage, c'est justement ce à quoi certains magistrats ont l'impression d'assister lorsqu'ils voient l'écho rencontré par ces quelques refrains. Exciter nos concitoyens contre les juges et contre la justice, c'est un mauvais combat. Que serait-il si nous n'avions pas de justice? Que serait-il si les juges ne travaillaient pas avec une certaine abnégation à faire progresser la justice dans notre pays? Mauvais combat ou pas, il y a au moins une chose de prévisible, loin, très loin des prétoires austères, c'est le prochain numéro 1 des hit parades. Collision spectaculaire et meurtrière sur le Bosphore près d'Istanbul entre un cargo et un pétrolier. Au moins 15 morts et autant de disparus. Certaines dépêches font état de 24 victimes. Le pétrolier transportait environ 100 000 tonnes de brut, dont un dixième environ a pris feu. Une collision qui relance en tout cas le débat sur la sécurité dans l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Commentaire Philippe Gassot. L'incendie qui a ravagé un cargo et un pétrolier n'est toujours pas éteint. Cela fait maintenant près de 24 heures que les bateaux-pompes sont à la tâche. Ils arrosent sans discontinuer car il s'agit d'empêcher la température de s'élever, ce qui provoquerait immanquablement l'explosion des 4 cuves demeurées intactes. Hier soir, c'était l'eau du Bosphore qui brûlait. Pas de salut pour le marin qui aurait tenté de s'échapper en se jetant par-dessus bord. Seule possibilité, monter le plus haut possible en espérant que les lances atténueraient la chaleur, en attendant une échelle improbable. Le cargo grec a pu s'échapper de la fournaise. En avant toute, il s'est encastré dans le quai. Ce sont environ 20 000 tonnes de brut russe qui se sont échappées des soutes, de quoi polluer longtemps le passage. La route du pétrole russe. Un véritable pipeline en pointillé dont les écologistes ont depuis bien longtemps dénoncé le danger. Les abords de Sainte-Sophie n'ont pas fini de sentir le pétrole. À Paris, au procès de Marie-Elisabeth Consboutboul, la cour d'assises a entendu cet après-midi les policiers de la brigade criminelle chargés de l'enquête. Compte rendu d'audience, Caroline Audrin.
L'affaire Consboudboul, Christian Pellegrin la connaît bien. Il est le seul policier à l'avoir suivi du début à la fin, une enquête qui a duré 7 ans. Il a connu toutes les périodes, celles des doutes, des hypothèses et des convictions. Une enquête difficile, avec beaucoup de vérifications et des consignes simples, rester discret, avoir une longueur d'avance sur les journalistes. Lorsqu'il évoque les premières auditions de l'accusé, nous avions, dit-il, le sentiment que Madame Cons ne nous avait pas tout dit. Il déclare même que si elle avait reconnu dès le début ce dîner annulé en dernière minute avec Jacques Perrault le soir de sa mort, il n'aurait eu aucune raison de la soupçonner. Mais à l'époque, Marie-Elisabeth Cons leur donnait du fil à retordre. Aux questions des policiers, elle répondait simplement qu'elle avait besoin de réfléchir. La logique policière est implacable. Pour l'inspecteur Pellegrin, lorsque quelqu'un nie farouchement, il devient suspect. Et de conclure, elle est ici à cause de ses mensonges. Mais l'enquête policière ne s'est pas arrêtée à Marie-Elisabeth Cons. Les pistes au départ étaient nombreuses, des courses au dossier de l'avocat, en passant par l'hypothèse d'un mari jaloux, rien n'était plus solide aux yeux des enquêteurs que le drame dans le couple. Même si les policiers ont découvert au fil de l'enquête qui était vraiment Marie-Elisabeth Cons, ni les écoutes téléphoniques ni les filatures n'ont pu prouver sa culpabilité. Il faudra attendre la mort d'un homme, Bruno Dassac, 3 ans plus tard dans le port du Havre, pour qu'elle soit incarcérée. Jusque-là, c'était un parcours sans faute. Le procès de Paul Touvier s'ouvre jeudi devant la cour d'assises des Yvelines. 50 ans après les faits, l'ancien milicien est le premier Français à être jugé pour complicité de crimes contre l'humanité. Reste à savoir si les jurés de Versailles vont avoir à juger un homme ou une époque. Dominique Verdeillan. La cour d'assises des Yvelines en chantier. Pourtant, malgré les travaux d'aménagement, tous les journalistes ne pourront pas y pénétrer. Mais à quel procès durant 5 semaines assisteront les rares citoyens qui seront admis dans la salle? Parmi les témoins, des historiens, des politiques, des prêtres, et pour la défense, Touvier n'est qu'un prétexte. Le principe même du procès pour l'histoire et pour la mémoire me révolte. Parce qu'un procès, c'est fait pour juger un homme et les faits d'un homme. Le reste, c'est des livres d'histoire, des colloques, mais la cour d'assises, c'est pas l'amphithéâtre de la Sorbonne. Parce qu'à la fin de la cour d'assises, il y a un homme qui peut être dégradé dans son honneur et en prison pour ça le restant de ses jours. Tandis qu'à la fin de l'amphithéâtre de la Sorbonne, il y a un cocktail et puis tout va bien. Jugera-t-on Paul Touvier ou jugera-t-on Vichy? Pour les avocats des parties civiles, l'un ne va pas sans l'autre. Touvier, la milice, s'inscrivent dans un contexte. Or, avez-vous vu déjà une affaire sortant de son contexte et plaider sans son contexte? Or, tout cela, c'est Vichy, c'est la collaboration, c'est l'occupation allemande, ce sont les liens avec la Gestapo. Et personne ne pourra éviter de situer cette affaire Touvier et ses crimes dans leur contexte. C'est pas possible. Un procès pour rendre la justice ou un procès pour l'histoire? Le procès Touvier, comme le fut le procès Barbie, sera filmé pour les archives. Et ceux qui ne pourront pas pénétrer dans la cour d'assises de Versailles devront patienter encore un peu avant de voir les images du procès Touvier. La lutte contre le chômage, plus que jamais au cœur de l'actualité cette semaine avec la réunion du G7 aux États-Unis, nous en reviendrons dans un instant, et la nouvelle manifestation jeudi à Paris contre le contrat d'insertion professionnelle. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy, a confirmé l'intention du Premier ministre de maintenir ce décret instituant le CIP en posant cette question aux manifestants. Faut-il maintenir 750 000 jeunes au chômage ou alors faire quelque chose ? Pour le porte-parole du PS, Jean Glavany, le gouvernement manifeste une arrogance tournant à la provocation et il ferait mieux d'écouter les jeunes. Ceci, si l'on en croit en tout cas un sondage Sofres publié dans la Tribune des Fossés, semble passablement désorienté. Plus de 7 jeunes sur 10 se disent en effet prêts à prendre le premier emploi qui se présente. Précision avec Luc Bastizin. Les études derrière eux, les jeunes doivent affronter la vie active contre vents et marées. Pas facile de garder le sourire car diplômés ou pas, l'avenir reste incertain et ils se font majoritairement peu d'illusions. Quand on leur demande de s'interroger sur leur premier pas dans le monde du travail, plus de 7 jeunes sur 10 se déclarent prêts à prendre le premier emploi qui se présente, même s'il ne correspond pas exactement à leurs souhaits. Travailler tout de suite plutôt qu'attendre le poste idéal. Une minorité voit dans la poursuite des études supérieures une solution au chômage. Pour eux, la clé se trouve plutôt dans l'entreprise puisqu'ils sont 40% à vouloir y faire des stages et 36% à souhaiter un diplôme professionnel spécialisé. Alors, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'utilité de poursuivre des études. La crise économique mise à part, il s'explique d'ailleurs le chômage des jeunes à 43% par l'inadaptation du système scolaire au marché du travail et à 46% par le coût trop
trop élevé des charges à l'embauche pour les entreprises. Changement de mentalité. Aujourd'hui, la plupart des jeunes veulent la sécurité de l'emploi. La peur du chômage leur fait même oublier leurs ambitions professionnelles. Pas de risque, moins de carriérisme. Sondage déroutant, surtout au moment où le CIP est largement mis en cause. Les jeunes apparaissent plus nuancés quand on les interroge sur leur avenir que lorsqu'ils descendent ensemble dans la rue. Les responsables des 7 pays les plus riches du monde sont au chevet de l'emploi. Réunis durant 48 heures à Détroit, aux États-Unis, les ministres du G7 vont tenter de mettre au point un plan commun pour réduire le chômage. Sur place pour France 2, Philippe Sassier. Côte à côte ce matin, le président Clinton et le vice-président Gore ont ouvert solennellement la conférence mondiale sur l'emploi. Pour la première fois, a dit le président Clinton, le G7, au lieu de se préoccuper de macroéconomie, se préoccupe de la vie des citoyens. L'Amérique, a-t-il dit, crée des emplois plus que l'Europe, mais il a reconnu que la formation professionnelle et la protection sociale étaient meilleures de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un message adressé à l'opinion américaine pour qu'elle accepte les réformes qu'il propose. Aux Européens, en revanche, il a conseillé de continuer à baisser les taux d'intérêt pour activer la croissance économique. Au petit déjeuner auparavant, on a parlé création d'emplois. L'Europe compte actuellement 18 millions de chômeurs et avec les restructurations en cours dans l'industrie, eh bien, on va bientôt dépasser 20 millions de chômeurs. L'Amérique, elle, a créé plus de 2 millions d'emplois en 14 mois. Mais le gouvernement vient de reconnaître que 18% des Américains au travail ne gagnaient même pas le minimum vital. En fait, la question posée ici est simplissime. Comment fabriquer des produits qui soient compétitifs tout en faisant reculer le chômage et en améliorant le niveau de vie? Pour le moment, eh bien, aucun gouvernement n'a trouvé la réponse. Après les emprunts russes, c'est une souris américaine qui plonge les petits porteurs français dans la consternation. Ce matin, l'Assemblée générale d'Euro Disney a été l'occasion pour les petits actionnaires d'exprimer leur amertume 2 ans après l'ouverture du parc de loisirs à Marne-la-Vallée. Oncle Picsou, qui a déjà perdu plus de 5 milliards de francs dans cette aventure, a réuni aujourd'hui tous ces banquiers qui ont approuvé le plan de restructuration. Reportage Frédéric Crotat, Jean Corneille. Les petits cochons ne mangeront pas Euro Disney. Mickey sourit et respire, il était temps. L'accord signé ce matin prévoit un certain nombre de mesures destinées à assainir la dette de 20 milliards de francs. Une augmentation de capital de 6 milliards de francs par le biais d'actions souscrites à 51% par les banques, à 49% par les Américains. Un effort partagé pour sauver le parc du naufrage. Les Américains renoncent à leur royalty pendant 5 ans, avancent 1 milliard de trésorerie et promettent d'acheter pour 1 milliard 400 millions d'hôtels. En échange, les banques ne toucheront pas d'intérêt sur les prêts accordés pendant 18 mois et décalent de 3 ans le remboursement des échéances. Un montage compliqué, mais nécessaire. Au moment où les banques doivent abandonner 1,6 milliard d'intérêts et faire tous les efforts qui sont à leur charge dans ce plan, je crois que dire qu'on s'en est bien sorti, ce serait vraiment une gageure. Je pense que c'est un plan qui répond aux problèmes sérieux que rencontrait Euro Disneyland. En ce sens, il était raisonnable que les banques y participent. Mais pour que cet accord entre en vigueur, il faut maintenant convaincre la 60aine de banques engagées dans le financement d'Euro Disney. Les grands perdants de cette affaire, ce sont les petits actionnaires. La recapitalisation risque de faire encore chuter les cours. Cet accord ne les rassure qu'à moitié. L'annonce de ce matin rassure les actionnaires en disant que ça va continuer. Bon, maintenant, pour ce qui est de savoir si le parc sera viable dans l'avenir, non, je crois qu'on ne peut pas être aujourd'hui ni rassuré, ni plus inquiet qu'hier. Même si on a un peu perdu, je pense qu'on va rattraper ça avec les années. L'espoir fait vivre, madame. L'action Euro Disney a chuté aujourd'hui de 7%. Ça donne le vertige. À Nice, et à la surprise générale, c'est le maire RPR de la ville, Jean-Paul Baretti, qui est sorti hier soir vainqueur de l'élection législative partielle qui l'opposait au candidat du Front National, avec un écart de 13%, alors qu'au premier tour, les deux hommes n'étaient séparés que par 0,11%, soit 34 voix. Le maire de Nice, qui affrontait pour la première fois les électeurs, se voit donc légitimé comme le véritable successeur de Jacques Médecin. Reportage Thierry Curté, Frédéric Bonnet. Le rideau se lève sur Jean-Paul Baretti. Beaucoup de caméras, de photographes et d'observateurs moins officiels guettaient sa performance électorale. Mais cette large victoire fait taire ses détracteurs. Il s'impose comme le patron de la majorité niçoise. C'est l'état-major parisien du RPR qui avait choisi cet avocat niçois de 65 ans, inconnu du public. Il n'était que le 6e adjoint chargé des travaux lorsqu'il fut parachuté dans le fauteuil de maire.
Depuis sa nomination, il y a seulement 4 mois, il se cherchait une légitimité. Mais maintenant, dans l'euphorie de sa victoire, Jean-Paul Baretti parle de la suite de son programme, les futures municipales. Alors, je serai candidat l'année prochaine et je l'ai dit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons encore des combats à conduire pour notre ville et nous saurons lui apporter tout ce qu'elle mérite. L'artisan de cette victoire, c'est lui, Jean-Pierre Bazin, éminence grise de l'état-major parisien du RPR. C'est lui qui a fait de Jean-Paul Baretti le député maire de Nice. Il était là hier au soir car la lutte n'est pas terminée. En face, on est sous le choc d'une sévère défaite. Jacques Perrat, le candidat Front National, est devancé dans 71 des 75 bureaux de vote. Il a annoncé qu'il souhaitait prendre du recul. Je désire, c'est vrai, dans quelque temps, me retirer sur mon Aventin. Jacques Perrat se sait aujourd'hui handicapé par son étiquette Front National. Il envisage de changer d'étendard pour ses prochains combats politiques. Jean-Paul Baretti n'a hier gagné qu'une bataille. Les deux hommes se retrouveront l'année prochaine dans la course à la mairie de Nice. Dimanche prochain, premier tour des élections cantonales. Le Parti communiste espère bien préserver ses 2 présidences départementales, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Le Parti communiste espère également, bien sûr, garder un maximum de sortants, à commencer par le nouveau secrétaire général du parti, Robert Hue, candidat dans le Val d'Oise. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Delarue. René Benet, c'est pas Herblay, c'est à la limite d'Herblay de Montigny. C'est pas du tout là. Faut que vous repreniez la nationale. Numéro 1 du Parti communiste depuis 2 mois peut-être, mais aussi conseiller général sortant de Cormeilles, Val d'Oise. Bien sûr, pour Robert Hue, les tournées électorales sont rapides et pas vraiment improvisées. Les militants mobilisés pour le seul chef de parti candidat. Et en campagne, le discours local n'est jamais très loin des thèmes nationaux. Vous avez vu encore avec le SMIC jaune là? Oui. Hein? Pour Robert Hue, il ne s'agit pas seulement de conserver un canton gagné par 100 voix en 88. Au PC, le nouveau secrétaire national met en avant la proximité pour s'imposer et tourner la page Marchais. La proximité, plus les charmes d'une notoriété récente. Dans les administrations, dans les institutions, le fait que j'ai ce mandat national va aider, eh bien, puisque s'ils peuvent en profiter dans mon canton, c'est formidable. Face à Robert Hue, tous les partis, des écologistes au Front National. Adversaire principal, une candidate RPR qui se sent un peu seule. Et si j'avais eu la chance d'avoir un grand leader qui vienne m'aider comme Pasqua, ou la victoire, elle m'aurait été volée. En réalité, la victoire, là, moi, je vais l'avoir toute seule. Pour Robert Hue, les cantonales égalent 2 enjeux, Cormeilles et le score de son parti. Retrouver au moins les 7% de 92, pour le PCF, c'est bien plus qu'un test local. Dimanche électoral en Allemagne avec la nette victoire hier du SPD en Basse-Saxe. Le SPD qui inflige donc au passage une cuisante défaite aux chrétiens démocrates, le parti d'Helmut Kohl. Un test de mauvais augure pour le chancelier avant les élections générales prévues pour le mois d'octobre. Commentaire Isabelle Béchler. Le jeune dauphin de Helmut Kohl en Basse-Saxe, Christian Wulff, n'a pas fait le poids. Trop jeune peut-être avec ses 34 ans, le bébé médiatique arrivait sans doute trop tard hier pour des électeurs surtout préoccupés de chômage. Faute d'avoir convaincu sur ce dossier, les chrétiens démocrates ont chuté de plus de 5,5 points à 36,4% des scrutins. Pour nous, chrétiens démocrates, le fait d'avoir chuté de 5,6 points est une défaite amère. Le chancelier allemand s'est cependant félicité que l'extrême droite des Républikaners ait réalisé un score de 3,7% seulement. L'homme qui a fait une bonne opération hier à Hanovre, sans pourtant améliorer grandement son score, est le social-démocrate sortant, Gerhard Schröder. Sa campagne très active chez les paysans et dans les usines du Land de Basse-Saxe lui a valu 44,3% des voix. Il est donc non seulement reconduit à la présidence du Parlement local, mais n'a plus besoin des écologistes pour gouverner. Satisfaction donc au SPD, mais sans triomphalisme pour son numéro 1 Scharping. Nous avons beaucoup de chance, mais il faut continuer de travailler dur et se concentrer absolument pour la suite. Je ne peux que mettre chacun de nos camarades en garde, que sa fierté ne lui fasse pas lever le nez si haut qu'il se mette à y pleuvoir. Certes, les socialistes ne doivent pas s'endormir sur ces premiers lauriers. C'est une course de fond qui les attend. 17 élections locales jusqu'au 16 octobre, date des législatives fédérales. Les socialistes ont 7 mois pour grignoter le pouvoir de Helmut Kohl. En Israël, le gouvernement multiplie les initiatives pour tenter d'apaiser la colère des Palestiniens suite au massacre d'Hébron. Après la mise hors la loi de 2 mouvements extrémistes, l'armée est désormais autorisée à tirer sur les colons en cas de nécessité.
D'autre part, la police a interpellé ce matin le dirigeant des colons d'Hébreu, le rabbin Levinger, l'un des fondateurs du mouvement ultranationaliste religieux Gush Emunin, le bloc de la foi. Reportage de notre correspondant Charles Anderlin. Ça, c'était le message électoral du rabbin Levinger en juin 1992. Fondateur de l'implantation juive à Hébron, il rejette toute idée d'accord avec les Palestiniens et réclame le droit absolu à l'autodéfense pour les colons. Interpellé ce matin par la police, libéré dans la soirée, il passe en jugement demain, accusé d'avoir perturbé l'ordre public et insulté des soldats dans le caveau des patriarches il y a 2 mois. Il risque la prison. Ces démêlés avec la justice interviennent au moment où la police israélienne ratisse large dans les milieux extrémistes juifs. Une dizaine de dirigeants sont sous les verrous. Cette politique répressive inquiète considérablement le mouvement des implantations qui représente les 120 000 habitants juifs des territoires occupés. Ces instances se sont réunies aujourd'hui pour préparer un grand meeting de protestation demain à Tel Aviv. Les colons savent en effet que le gouvernement israélien veut relancer le processus de paix le plus vite possible. Il s'agit pour Yitzhak Rabin de prendre de vitesse les extrémistes des 2 camps, parvenir à un accord avec l'OLP avant un nouvel attentat anti-arabe ou anti-juif. Précisément, une délégation israélienne est depuis hier à Tunis où elle a, semble-t-il, rencontré Yasser Arafat. En Bosnie, le commandant de la force ONU, le général britannique Michael Rose, a effectué aujourd'hui un bref déplacement sur l'aérodrome de Tuzla qui doit accueillir prochainement un premier vol humanitaire. Cette ville musulmane est assiégée depuis plusieurs mois maintenant par les forces serbes qui ont, sous la pression des Russes, accepté de desserrer leur étau. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny, Alain Dubas. La première mine de l'aéroport de Tuzla, une mine antipersonnelle découverte par Sylvain Gauthier, plombier chauffagiste normand. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Avec la sonde. J'ai tapé sur la mine. Je pensais que c'était un caillou, donc j'ai gratté un peu. Puis j'ai découvert le bouchon. Puis le sergent l'a relevé. Quand Sylvain, appelé du 34e régiment du génie d'Épernay, s'est porté volontaire pour la Bosnie, il n'imaginait pas où cela le mènerait. Centimètre carré par centimètre carré, la sonde explore les abords de l'aéroport. Délicatement, en diagonale, avec une précision apprise pendant plusieurs mois. Le moindre faux mouvement peut être mortel. Pourtant, Sylvain ne regrette pas d'être venu ici. Alors c'est pour faire un service militaire qui change de service militaire normal, c'est-à-dire en caserne, partir en mission extérieure, puis faire partie de l'ONU. À quelques mètres, au bord de la piste, l'ambulance est toujours prête, avec une station de transmission pour prévenir l'hôpital en cas d'accident. Les démineurs français doivent nettoyer un couloir de 60 km tout autour de l'aéroport afin que la piste soit protégée par des barbelés. Ces réfugiés, qui n'osent pas s'aventurer dans les bois de peur des mines, espèrent que la guerre ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Quand l'aéroport sera réouvert, nous espérons que nos enfants n'auront plus faim. Le premier vol, apportant du matériel technique, est attendu dans les prochains jours. Mais le pont aérien lui-même, pas avant un mois. Pour Sylvain, le périlleux travail de fourmi sera encore long. Après Édouard Balladur, qui était hier sur place à Biak, Alain Juppé a de nouveau ce matin à Paris critiqué l'ONU pour son manque de détermination en Bosnie. Critique rejetée par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui a tout de même annoncé, je cite, un prochain réexamen des procédures de décision. Commentaire Didier Pellebaum. L'exemple de samedi à Biak est éloquent. Premier coup de feu à 18h10. Les casques bleus constatent qu'il est très bien ciblé. Ils décident de demander un appui aérien. Ils mettent alors en marche un dispositif touffu qui ressemble plus à un dédale de chemin qu'à une autoroute. Première étape, Sarajevo, le PC de l'ONU, le général britannique Rose. Deuxième étape, le général Rose se met à la recherche de son supérieur à Zagreb, le général français Cotte. Il lui parle 2h20 plus tard. À Biak, les tirs continuent. Encore 2 heures de délai, il est 22h30 quand le général Cotte parle enfin à M. Akashi. Le diplomate japonais qu'Édouard Balladur a rencontré hier à Zagreb a l'autorité de lancer les avions. Il peut aussi décider d'en référer à son patron, le secrétaire général de l'ONU, à New York. Le gouvernement français souhaiterait déléguer la décision aux généraux, car les militaires considèrent M. Akashi
comme le maillon le plus faible de la chaîne. À partir d'une décision de l'ONU, en effet, tout va très vite. Feu vert à l'amiral Borda, au QG des forces de l'OTAN à Naples. Il alerte le commandant des forces aériennes, le général Hachi. Ce dernier actionne le quartier général de Vicenza, d'où partent les ordres de mission vers les bases aériennes, Aviano par exemple et ses F-16 américains, ou Istrana et ses Mirage et Jaguar français, ou encore les porte-avions dans l'Adriatique. Quand la demande de bombardement est arrivée à l'OTAN, il était déjà 22h40, 4h30 après le début de l'attaque. Les forces qui avaient tiré sur les casques bleus français s'étaient retirées depuis belle lurette. Environ 300 personnes, en majorité des jeunes, ont assisté dans le calme cet après-midi aux obsèques de Philippe Wynne. Cette adolescente de 16 ans, domiciliée à Garges-les-Gonesse, s'est tuée de 2 balles dans la tête dans le parc de la Courneuve il y a tout juste une semaine. La famille avait invité la presse à faire preuve de discrétion. Les jeunes venus assister à cette cérémonie au carré musulman du cimetière de Garges se sont dispersés sans incident sous le regard attentif de très nombreux policiers. Il y a 2 ans, une avalanche touchait un immeuble de la Plagne, tuant un vacancier qui résidait dans un studio au rez-de-chaussée. Après ce drame, une 10e personne vient d'être mise en examen. La justice veut en effet savoir si la mort de cet homme est due à la fatalité ou à la rentabilité. Reportage Antoine Cormery, Luc Bachofen. Le gros de l'avalanche est parti là où vous voyez les parts avalanches. Elle est donc descendue dans son couloir et est venue en mourant s'appuyer contre le bâtiment Pierre de Soleil. C'était le 22 décembre 91. Cette nuit-là, la neige était tombée de façon exceptionnelle sur la Plagne. Michel Andrieux, un Parisien de 39 ans, est mort écrasé dans son studio au rez-de-chaussée de cet immeuble. 2 ans et demi après l'accident, 10 personnes se retrouvent en examen. Parmi elles, le maire, à qui l'on reproche cette nuit-là de ne pas avoir fait évacuer l'immeuble. Ce jour-là, peut-être que nous avons eu plus de neige à la Plagne qu'à Mâcon, plus à Belle-Plagne qu'à Plagne-Centre. Et on ne peut pas être partout en même temps et savoir à quel moment l'avalanche va se déclencher. Pourtant, 10 ans auparavant, une coulée de neige avait déjà atteint l'immeuble en construction. Mais les promoteurs, aujourd'hui mis en examen, n'avaient pas jugé utile de condamner les 3 appartements du rez-de-chaussée les plus exposés au danger. D'autant qu'à la demande de la commission de sécurité, des paravalanches avaient été installés en altitude. La nuit du drame, ils n'ont servi à rien. Aujourd'hui, les responsables de la commission et de la sécurité des pistes sont eux aussi en examen. Il y a des tas d'endroits où il y a des tas de protection et puis il y a aussi des avalanches. Et ça peut arriver. L'avalanche, c'est quelque chose que, vous savez, qu'on connaît très mal. Il n'y a pas d'experts en avalanche actuellement. Le juge devra donc établir si la sécurité des personnes a été, oui ou non, sacrifiée au nom de la rentabilité. Une rentabilité qui fait qu'aujourd'hui encore, et malgré 2 avalanches, les studios sont toujours habités par des saisonniers pour 95 francs par jour. Football, en quart de finale retour de la Coupe des vainqueurs de coupe. Le PSG affronte demain soir au Parc une équipe du Real Madrid très motivée après sa défaite à 1-0 en match aller sur son terrain. Les Parisiens devront donc sortir le grand jeu demain soir et ils comptent notamment sur le talent de David Ginola. La saison prochaine, Ginola jouera très probablement à l'étranger. Il est en tout cas l'un des seconds attaquants de pointe, comme l'on dit, les plus recherchés sur le marché du football. Ses pieds d'or sont en effet estimés à 40 millions de francs. Pour l'instant, sur ce transfert, c'est plutôt motus et bouche cousue. Patrice Romden. À la veille du match dont on parle, il nous fallait faire parler l'homme dont on parle. David Ginola, figure totémique d'un Paris Saint-Germain qui chaque année gagne en maturité. On a vu le Paris Saint-Germain cette année avoir des baisses de régime, mais pas vraiment de gros trous. Et puis même dans les baisses de régime, avoir quand même la possibilité de garder un résultat. Même dans des moments où on se sent un petit peu moins bien, on n'arrive pas à perdre. On ne perd pas les matchs et ça c'est vraiment le signe de, je dirais pas encore de grandes équipes, mais une équipe qui maîtrise bien son sujet. De cette évolution, le Real de Madrid a fait les frais il y a 2 semaines au stade Santiago Bernabéu. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, une rencontre illuminée par le talent de Ginola sur lequel lorgneraient les clubs italiens. Alors, on en parle L'Italie. Tu parles, on n'en parle pas. C'est bon? Comment réagit le président du Paris Saint-Germain aux rumeurs de transfert de David Ginola? En souriant, je veux dire, il y en aura d'autres. Je crois qu'il ne faut pas confondre rumeurs et informations. Ça, c'est rien. Ça repose sur rien. Pour être clair, est-ce que des propositions sont arrivées au Paris Saint-Germain de la part de clubs étrangers? Oui, non, je ne sais pas. Non. Aucune? Aucune. Voilà. Quant à celle de papa venant au Paris Saint-Germain? Bidon.
À ce propos, David Ginola était ce matin en panne d'essence. Cela ne signifie en rien qu'il manquera de jus demain soir ou de liquide dans les mois à venir, au cas où le Milan AC, puisque c'est de ce club dont on parle, mais chut, faut se taire. Putain, filme tout, hein. Voilà, comme promis, nous allons retrouver notre invitée, Claudia Cardinal, l'héroïne, avec Carole Laure, du film de Charlotte Dubreuil. Elle ne pense qu'à ça, elle au pluriel. Margot, alias Claudia Cardinal, donc, est au cœur d'une intrigue qui aurait tourneboulé et Marivaux, avec un chassé-croisé incessant d'amants, d'ex-amants, de maris, d'ex-maris, de papa, de maman, d'enfants, etc. Un film coécrit avec Georges Wolinski, d'où un ton assez cru qui va sans doute encore agacer le CSA. Petit extrait. Olga, ne vous réjouissez pas. Je me sens pas du tout dépressive. C'est les oignons qui me font pleurer. Tu les épluches au-dessus du robinet qui coule, ça empêche de pleurer. Ah bon? Tu te sers aussi de ce truc pour te consoler de tes chagrins d'amour? Ah non, pour les chagrins d'amour, j'utilise la petite histoire de cul. Et ça marche? À tous les coups. La peine de cœur se transforme en peine de cul. Et comme disait ma grand-mère, peine de cul n'est pas mortelle. Elle était en avance sur son époque, votre grand-mère, elle faisait quoi? Elle était courtisane. C'est quoi, courtisane? C'est comme une pute, chérie. Ah bon? Oui, ma grand-mère était une pute heureuse. À chaque corrida, elle gagnait la queue et le portefeuille. alors? Exactement. De toute façon, baiser pour le fric, ça doit pas être drôle tous les jours. Bon, c'est pas pire que de baiser une fois par mois avec un mari qui s'en fout. En tout cas, moi j'ai choisi, hein, le sexe sans l'amour. Le sexe sans l'amour, c'est quand même plus rigolo que l'amour sans sexe. L'amour, ça vaut pas un coup de bite? Non. Bien, nous allons revenir dans un petit instant sur son langage un petit peu cru. Elle ne pense qu'à ça. Ça, c'est le sexe ou l'amour? Ben, c'est plutôt le sexe ici. Enfin, c'est l'amour aussi, pas que le sexe. Il faut rassurer les familles et les défenseurs oui. des valeurs familiales. Tout cela est un aimable marivaudage. Oui, c'est quelque chose de très léger, d'amusant. Oui, c'est des gens qui se rencontrent, qui se perdent, qui se retrouvent. Voilà. Et l'un des héros du film dit à un moment, les hommes préfèrent les connes. Est-ce que vous partagez ce point de vue, oui, ouais. ce point de vue de Wolinski? Ça crée moins de problèmes, oui. Les hommes préfèrent les connes. D'ailleurs, c'est un conseil qu'elle donne à sa fille. Sois conne, elle lui dit. Et vous donneriez le même conseil à votre fille? Non, non. Là, c'est Margot, c'est le personnage. Alors, précisément, vous jouez donc Margot, la cinquantaine, belle, séduisante, qui adore les mecs, spécialement le vendredi. Alors, je regrette beaucoup que nous vous ayons pas invité un vendredi. Un vendredi. Ouais. Oui, elle a une histoire assez compliquée, ouais, le vendredi. Elle s'organise le vendredi. C'est sa journée, sa grande journée. Elle organise un peu avec des accessoires voilà. Et un décor, de façon à retrouver l'intimité avec son mari. Voilà, oui. Je ne vais pas en dire plus. Ben, oui, elle organise sa maison d'une certaine manière. Elle se maquille, elle se met déshabillée, elle passe des films, enfin, elle fait tout ça, quoi. Voilà. J'aurais dit que nous aurions dû vous inviter un vendredi. Est-ce que vous avez été un petit peu surprise à la lecture du scénario? Parce qu'on l'a vu, il y a quand même un langage un petit peu cru. Oui, mais enfin, c'est... Est-ce que ça vous amuse de dire ce qu'on appelle des gros mots? Non, moi, je trouve que c'est très, très marrant. Et de toute façon, quand j'ai lu le scénario, Wolinski, c'est décapant. Bien sûr, c'est un langage, un dialogue qui m'a plu immédiatement. Et puis, on parle comme ça dans la vie. Je veux dire, on parle comme ça, oui. Vous parlez comme ça dans la vie? Les jeunes parlent comme ça. On dit, on donne... Le mot, ça s'appelle comme ça, quoi. D'ailleurs, vous pouvez le répéter. D'ailleurs, ce qui est très bien vu dans la scène, c'est que le petit gosse ne réagit absolument pas. Il ne réagit qu'aux mots un petit peu compliqués, mais pas du tout aux gros mots, entre guillemets. Ah non, lui, c'est ce que c'est. On a besoin d'explications. Alors, il paraît que la bande-annonce de ce film a été interdite dans certaines salles, justement, à cause de cette verdeur du langage. Il faut dire, par exemple, qu'à un moment, Bernard Lecoq dit « je baise et je bande ». Le problème, c'est que c'est jamais au même moment. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un peu un retour, c'est un peu un retour à l'ordre moral ou à l'hypocrisie? Écoutez, moi, je trouve que c'est ridicule. C'est ridicule, cette hypocrisie. Je vois pas du tout où est le scandale de dire les mots tels qu'ils sont. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je vois pas du tout qui ça peut déranger avec les films qu'on voit, je veux dire Basic Instinct ou Macho, tout ça, je vois pas du tout. Je trouve que c'est une comédie très amusante.
On est loin de Rocco et ses frères, ou encore du Guépard. Oui, je rappelle qu'au dernier festival de Venise, vous avez eu un lion d'or pour l'ensemble de votre œuvre. Alors, mais ce qu'il faut préciser, pour terminer cette interview, c'est que votre œuvre est loin d'être terminée, d'être finie. Vous tournez encore beaucoup, et si je suis bien informé, vous êtes en préparation sur un film basé sur certains procès vécus par Gisèle Halimi, qui s'appelle Parole à la défense. Oui, c'est mon prochain projet, oui. Et c'est naturellement un projet qui m'intéresse énormément parce que c'est le problème des femmes, la défense des femmes, on en a encore besoin. C'est jamais résolu ce problème. Donc j'aime bien alterner des comédies comme celle-ci et puis des films un peu plus sérieux dans le social. Vous avez dans l'univers 54, etc. Donc le charme, c'est justement de passer de la comédie au film. Ah oui, je vois pas du tout où est l'amusement de faire soi-même, quoi. Il faut changer. Merci beaucoup, Claudia Cardinal. Donc, je rappelle la sortie mercredi, c'est cela, dans toutes les bonnes salles de Elle, au pluriel, ne pense qu'à ça. Merci infiniment d'être venu nous voir, hélas, un lundi. Dans un instant, nous allons retrouver un homme qui, lui aussi, ne pensait qu'à ça, au moins dans sa jeunesse, Charlemagne, ce brave empereur qui va mourir après 47 années de règne en 814 à Aix-la-Chapelle, après le couronnement de son fils Louis le Pieux. Mais j'aurais peut-être pas dû vous raconter la fin. Soyons francs, le succès des 2 épisodes précédents nous a ravis. Lundi dernier, vous étiez en effet près de 8 200 000 francs à suivre les aventures de Carolus Magnus. Vers 22h30, soit savoir plus, notre magazine médical, avec ce soir une vraie et importante question: comment vaincre la dépression sans se bourrer de médicaments? Bonne fête aux Mathilde et bon anniversaire à Albert de Monaco qui fête ses 36 ans aujourd'hui. Demain, Gérard Leclerc, dans les 4 vérités à 7h50, recevra Roland Quérol, le politicologue bien connu. Dans un instant, la météo, signée ce soir Isabelle Martinet, grisaille et pluie au nord de la Loire. Excellente soirée, merci.